T'as rien fait. Je suis mort à cause de lui. Père dans l'église, les mains couvertes d'eau, prirent une poignée d'eau qu'ils laissèrent tomber sur l'enfant. Ils prirent une poignée d'eau qu'ils laissèrent tomber sur l'enfant. Comme du sable, ils trempèrent sa main dans la bassine. La bassine était remplie d'eau. Ils laissèrent alors l'eau sur le front de l'enfant et passèrent son pouce de droite à gauche. Le jeune enfant venait d'être baptisé. Tout autour de lui, il y avait des draps blancs. Tout autour de lui, il y avait des draps blancs. Le jeune enfant venait d'être baptisé. Le père, encore une fois, mit sa main dans l'eau, récupéra alors une poignée et laissa tomber quelques gouttes d'eau sur son front. Il lui essuyait la tête et passa son pouce de gauche à droite. La jeune mère reprit son enfant et l'enveloppa dans une couverture blanche. Juste à côté, le père était assis, le regard par terre. Le regard par terre, le père était assis juste à côté. La mère s'est assise juste à côté de lui, avec le jeune enfant baptisé, le front encore humide, la trace de doigt du prêtre sur son front. Sur son front, il y avait la trace de doigt du prêtre, de droite à gauche, son pouce qui avait étalé l'eau bénite. La bassine d'eau, elle, était remplie. L'eau était encore en mouvement. Le prêtre reprit alors l'enfant et le trempèrent dans la bassine. Il le prit par devant et par derrière. Par devant et par derrière, ils prirent l'enfant en main, l'enveloppèrent dans un drap blanc et le trempèrent dans la grande bassine. Ils passèrent de l'eau sur son front et regarda l'enfant, qui était trempé peu à peu dans l'eau qui était pure, dans laquelle un autre prêtre s'approcha et apporta une fiole. Il avait une fiole en main, à l'intérieur il y avait de l'eau. Devant lui, il mit cette fiole et répéta une prière. Il répéta une prière et mit cette fiole devant lui, avec son pouce de bas en haut et de gauche à droite. Il fit le signe de croix et versa le contenu de la fiole, une eau qui avait été bénite, qu'il versa à l'intérieur. L'enfant avait été trempé, et par plusieurs petites poignées d'eau, il lui versa de l'eau sur le front. L'enfant venait d'être baptisé. La jeune mère reprit son enfant et le garda dans ses bras. Arrivé dans la voiture noire qui attendait à l'extérieur, avec une porte ouverte et avec les autres portes fermées, la jeune femme rentra à l'intérieur avec son enfant. Le prêtre, debout sur le bord des marches, tenait un chapelet juste entre ses mains. L'autre prêtre, devant, sur le bord des marches, tenait un crucifix entre ses mains, un crucifix en bois. Le chapelet que le premier prêtre tenait, chaque petite bille qu'il y avait, chaque petite perle qu'il y avait, chaque petite bille en bois qu'il y avait, c'était une prière à réciter. La petite croix était en métal, et le prêtre la serrait bien fort et l'avait encerclée autour de son poignet. L'autre prêtre, lui, tenait un petit crucifix en bois, avec un Jésus qui était accroché. Tous les deux levèrent le crucifix, levèrent la main, et firent un signe de revoir. Tous les deux levèrent la main, et firent un signe de revoir à la jeune femme qui partait avec son enfant. La jeune femme était en train de partir avec son enfant, et les deux prêtres, devant les grandes portes ouvertes de l'église, à l'intérieur, il y avait une lumière jaune juste devant une grande croix noire. Il y avait une grande croix noire avec un Christ dessus. Il y avait l'Évangile selon saint Matthieu juste derrière. Et il y avait cette grande tablée avec Jésus
et ses disciples, et les apôtres, et Judas. La scène avait été dessinée et gravée sur du bois. Juste derrière, il y avait l'autel, de grandes lumières blanches, de grandes lumières jaunes, et quelques bougies disposées en cercle juste devant. Quelques bougies disposées au coin de la table et en cercle juste devant, sur l'autel. Une Bible sur le côté, et un petit chapelet avec une croix. Au deuxième étage, une femme était étalée au bord des escaliers. Une femme était étalée au bord des escaliers. Sa tête regardait sur le côté. Ses yeux regardaient dans le vide. Ses yeux regardaient dans le vide, sa tête était posée sur le côté. Ses bras le long de son corps, et ses jambes étaient pliées. La jeune femme était juste sur le bord de l'escalier. Son bras était juste posé sur la première marche. Son bras était posé sur la première marche d'en haut, et sa tête sur le côté, regardait dans le vide. Juste devant ses yeux qui regardaient dans le vide, il y avait le lustre qui pendait, de droite à gauche. Il se balançait de droite à gauche, le lustre juste devant ses yeux. Mais c'est comme si elle ne le regardait pas. C'est comme si elle ne le regardait pas. Elle était en haut, et son regard était vide. Son corps était allongé par terre, ses mains étaient froides. Et son teint, le teint de sa peau était si pâle. Elle était en train de regarder ce lustre, mais c'est comme si elle ne l'observait pas. À l'intérieur de la maison, il faisait froid. Le tapis, les escaliers étaient couverts d'eau, de l'eau. Il y en avait plein partout. De l'eau, il y en avait plein partout. Sur les murs, sur chaque marche de l'escalier. Sur chaque marche de l'escalier, sur les murs, sur le tapis, sur le sol carrelé, sur le sol en bois. Partout il y avait de l'eau. Il y avait d'importantes traces de sang sur le sol. Sur le sol carrelé, sur le sol en bois, et même sur les tapis. Il y avait d'importantes traces, des traces de sang, une traînée de sang comme si on avait traîné un corps qui saignait de la tête. Plus loin, près de la piscine, juste au bord, il y avait un autre corps. Celle-ci avait le regard tout aussi vide que celle qu'il y avait dans les escaliers. Elle avait le regard tout aussi vide qu'il y avait dans les escaliers. Elle avait une main qui flottait dans l'eau. Sa main était relevée vers le ciel. La paume de sa main était relevée vers le ciel. Sa main était un peu fermée, et son autre main était aplatie sur le sol. Son autre main était aplatie sur le sol, son bras était plié en deux. Il n'était pas cassé, mais plié en deux. Sa main qui était dans la piscine, était en train de flotter à la surface. Seulement l'avant de son bras et son poignet. Seulement l'avant de son bras, son poignet, l'articulation, et ses doigts étaient en train de flotter dans l'eau. À la surface, il y avait ses ongles. Au bord de ses ongles, il y avait un peu de morceaux noirs, comme de la terre. Quand une médecin légiste est arrivée et qu'elle a récupéré sa main, elle a regardé les morceaux noirs au bord de ses ongles. Elle a regardé les morceaux noirs au bord de ses cuticules. Quand elle a regardé ces morceaux noirs qu'il y avait juste au bord de ses ongles et en dessous de ses ongles, elle a regardé. Attentivement, elle a pris sa main. Elle les a rapprochés, avec des lunettes de vue, avec des lunettes pour observer de près. Elle a regardé ses mains. Elle a regardé en dessous de ses ongles, et avec une petite pince, elle est allée chercher ce qu'il y avait en dessous de ses ongles. Elle a regardé, et c'était de la terre. Pas n'importe quelle terre, c'était de la tourbe. La tourbe était une terre plus noire, plus dense. C'était une terre qu'on ne trouvait pas dans ces endroits. C'était une terre qu'on ne trouvait pas dans l'endroit dans lequel cette maison était. La tourbe est une terre beaucoup plus dense, beaucoup plus noire. Alors que la terre qu'on trouve ici, la terre locale, est beaucoup moins dense, beaucoup plus légère et beaucoup plus sec. Elle est beaucoup plus sèche,
beaucoup moins dense, elle est beaucoup plus fine, alors que la tourbe, elle est plus noire et plus lourde. Ça se trouve surtout en Virginie du Nord. La jeune femme a regardé, il y en avait plein ses cheveux. Il y en avait plein ses cheveux, il y en avait sous ses ongles. C'est presque comme si elle en était couverte alors qu'elle était au bord de la piscine. Comment avait-elle pu être couverte de tourbe? Comment avait-elle pu être couverte de tourbe? Qu'est-ce qu'elle avait pu faire pour pouvoir être couverte de tourbe? C'était de la terre dense et très lourde. Alors que ici, dans ce jardin, la seule terre qu'il y avait, c'était une terre légère et sèche, une terre qu'on ne trouve que dans les parages. Plus loin, il y avait le corps d'un enfant, qui flottait juste au-dessus de la grande profondeur. Le corps a été récupéré et mis dans un sac mortuaire. Juste devant, il y avait l'ambulance. Il y avait l'ambulance qui a emporté le corps de l'enfant et les deux corps qui ont été retrouvés dans l'escalier. Le corps qui a été retrouvé dans le salon, allongé devant le fauteuil, et le corps qui a été retrouvé devant la piscine. Les trois corps ont été emmenés par deux ambulances et une seconde ambulance est arrivée après. Une autre ambulance est arrivée après et a emmené le jeune enfant. Il était déjà mort, c'était déjà trop tard. À l'intérieur de l'ambulance, il y avait ce bruit que faisait cette machine. Il y avait le bruit du défibrillateur que faisait cette machine. On n'entendait plus qu'un son infime et léger. L'enfant était mort depuis déjà longtemps. Son corps était déjà depuis 5 minutes en train de se décomposer. Dans sa chambre, il y avait cet homme. Il y avait cet homme dans sa chambre qui, tous les jours, par la fenêtre, il regardait le même bassin. Tous les jours, par la fenêtre, il regardait le même bassin. Un bassin sur lequel, juste devant, il y avait une Sainte Marie. Il y avait une Sainte Marie juste devant, les ailes déployées. Ses ailes étaient déployées. Il y en avait une qui était déployée, grande ouverte, et l'autre était un peu repliée sur elle-même. Et cette Sainte Marie avait la tête penchée sur le côté. Elle avait les mains jointes et posées sur sa joue droite. Juste en face, il y avait le bureau de l'asile, psychiatrique. Quand la jeune femme est arrivée, la jeune infirmière, il était assis par terre et regardait un verre d'eau rempli. Par terre, il y avait aussi de l'eau à ses pieds. Ses pantoufles étaient posées dans l'eau. Ses mains étaient froides et humides. En dessous de ses ongles, il y avait des gouttes qui tombaient. Il y avait des gouttes d'eau qui tombaient de juste en dessous de ses ongles, de au bout de son pouce et de au bout de chaque doigt. Ses mains étaient froides et la jeune infirmière est arrivée. Elle l'a prise par la main, sentant qu'il était mouillé. Et qu'il était trempé, elle l'a prise par la main. Il est allé se mettre à la fenêtre et a regardé le bassin. Il a regardé le bassin et a commencé à murmurer des mots qu'elle ne comprenait pas. Il a commencé à murmurer des mots qu'elle ne comprenait pas. Elle l'a prise par la main et lui a dit « Viens, on y va ». Il l'a suivie et est arrivé devant une baignoire. Cette baignoire était remplie d'eau chaude. Il y avait de la vapeur qui s'en émanait. La jeune femme l'a prise par les deux mains et il s'est mis à l'intérieur. Elle lui a enlevé sa blouse et a remarqué que sur son dos, il y avait plein de brûlures. Des brûlures au 3e degré. Des brûlures rouges qui étaient toutes infectées. Elles étaient toutes infectées et toutes au stade 3. Il y avait le stade 1 de brûlure, des brûlures au 1er degré. Il y avait le stade 2 des brûlures au 2e degré. Lui, c'était des brûlures au 3e degré. Des brûlures de stade 3. Il a fallu appeler quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire rentrer dans l'eau. Quand il est rentré dans l'eau, il a commencé à parler tout seul. Il parlait d'un enfant.
Il parlait d'un corps retrouvé, et avec chaque mot, avec chaque détail, avec chaque mot, chaque détail et chaque intonation, des intonations tristes et angoissées. Avec des intonations tristes et angoissées, des intonations de peur, il parlait de cet enfant qui a été retrouvé dans une piscine. Il parlait de cet enfant qui a été retrouvé dans cette piscine, et il parlait de cette piscine qui était toujours là, toujours occupée. Il parlait de ce corps qu'il y avait dans un sac mortuaire. Il parlait de ce corps qui était en état de décomposition, dans un sac mortuaire. Il racontait que le corps qui était dans le sac mortuaire, il racontait que le corps qui était dans un sac mortuaire, c'était celui d'un petit enfant. Il ne connaissait pas son nom, mais il disait que c'était celui d'un petit enfant, le corps dans le sac mortuaire. Il disait qu'il avait été retrouvé en état de décomposition, que sur le côté de son visage, il y avait de la pourriture, qui lui passait au-dessus et en dessous de l'œil, qui lui arrivait sur le front et qui lui passait juste sur les joues, en dessous de la mâchoire et au-dessus des lèvres. De l'autre côté, il disait que le jeune enfant avait été abîmé, coupé et lacéré. Sa joue avait été déchiquetée, comme si elle avait été arrachée dans les lames d'un ventilateur. Comme si son visage, du côté gauche, avait été arraché et avait été accroché, déchiqueté et lacéré dans les lames ou les hélices d'un ventilateur. Le jeune enfant était couché par terre, juste à côté de la piscine. On est venu le chercher et le mettre dans un sac mortuaire. Et son visage était déchiqueté d'un côté, comme les palmes d'un ventilateur accroché au mur, et de l'autre côté, plein de pourriture qui lui montait sur l'œil. J'étais assis au bord de mon lit, et je ne pouvais pas m'empêcher de regarder devant moi. J'étais assis sur mon lit. Je ne pouvais pas m'imaginer autre chose que quelque chose qui me regardait. Je ne pouvais pas imaginer autre chose que ça. Quelque chose qui me regardait devant moi. Je ne savais pas si c'était un enfant. Je ne savais pas si c'était une femme. Je ne savais pas si c'était un homme. Je ne savais pas, tout simplement. Mais je ne pouvais pas imaginer que quelque chose me regardait. Alors j'étais là, assis, et je regardais dans le vide. Je ne pouvais pas m'imaginer autre chose que quelque chose qui me regardait. Et j'imaginais, toute seule, dans le noir, je regardais le cadre sur le côté. Juste devant moi, il y avait mon bureau. Il y avait mon bureau juste devant moi, avec un petit cadre sur le côté. Il était juste debout, à côté d'un autre cadre, un cadre de format A4. Juste à côté, il y avait un autre cadre, de format A4 aussi. De format A4 aussi, ce cadre était horizontal, en format paysage. L'autre était en format portrait. Juste à côté, il y avait mon PC. Mon PC, c'était un PC Samsung. C'était un PC Samsung, et juste à côté, il y avait mon autre PC, un PC Apple. Le PC Apple était fermé. Je voyais depuis mon lit, j'arrivais à voir l'écran, qui était toujours ouvert, même si le PC était fermé. J'arrivais à voir la pomme, qui était allumée. Juste à côté, il y avait le chargeur, avec une petite lumière orange, une petite lumière bleue, et une petite lumière verte. Une petite lumière blanche aussi. Je le voyais, il était posé là. Et il y avait mon PC Samsung, lui, il était allumé. Et j'étais là et je ne pouvais pas m'imaginer. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il n'y avait rien dans la pièce. Je pouvais juste imaginer qu'il y avait quelque chose qui me regardait. J'étais figé comme paralysé. Et je regardais ce grand cadre accroché au mur. Il n'y avait rien dedans. Juste un cadre. Juste un cadre accroché au mur dans lequel on devait encore mettre une photo. Le cadre était énorme. Il faisait peut-être 1 mètre sur 1 mètre.
Il faisait peut-être 1 mètre sur 1 mètre, il était énorme. Ou alors peut-être qu'il faisait 80 centimètres sur 2 mètres. Il était grand et juste au-dessus de mes 2 PC. Je ne sais plus quelle taille il faisait exactement, mais il était grand. Peut-être 80, 90 centimètres. Ou alors peut-être 2 mètres. Peut-être 1 mètre sur 1 mètre. Je ne sais plus. Mais je me disais que quelque chose me regardait. Je me sentais observé et je ne me sentais pas seul dans ma chambre. Quand je me suis levé, juste au bord de mon lit, il y avait des traces de pieds. Comme quand on sort de la douche. Comme quand on sort de la douche et qu'on a les pieds mouillés. Il y a des traces de pieds derrière, marquées avec l'eau. Sur le côté, c'était pareil. Marqué avec de l'eau, il y avait les traces de pieds d'un enfant. C'étaient des petites traces de pieds, donc je me suis dit que c'était les traces d'un enfant. Et il y avait ces traces, ces marques de pieds, sur le côté de mon lit, qui étaient marquées avec de l'eau. Juste devant, il y avait une grande flaque d'eau. J'ai été voir et j'ai vu cette grande flaque d'eau. J'ai mis ma main dedans et j'ai senti ma main. Ça ne sentait pas le chlore. Ensuite, ma mère m'a appelé. J'ai dévalé les escaliers et je suis arrivé en bas. Juste devant la table, il y avait une autre flaque d'eau. J'ai mis ma main dedans encore une fois. Ça ne sentait pas le chlore. Devant la porte d'entrée, dehors, il y avait une autre flaque d'eau. Je me suis dit que dehors c'était normal, donc je n'ai pas mis ma main dedans. Mais quand on a fermé la porte et qu'on a regardé cette flaque d'eau dehors, la porte s'est fermée de plein fouet, peut-être un courant d'air. Alors j'ai réouvert la porte, et quand j'ai réouvert la porte, il y avait une grande flaque d'eau, juste devant les escaliers, et juste devant la porte qui était devant les escaliers. J'ai mis ma main dedans parce qu'elle était à l'intérieur, et j'ai senti. Ça ne sentait pas le chlore. J'ai regardé ma mère, et ma mère m'a demandé ce que c'était. J'ai dit que si ça ne sentait pas le chlore, ça ne pouvait pas être de l'eau. Elle m'a demandé ce que c'était. Elle a mis sa main dedans, et m'a dit que c'était du liquide amniotique. Je l'ai regardé et je lui ai demandé pourquoi est-ce que du liquide amniotique commencerait à apparaître dans la maison par flaques, devant les escaliers, devant mon lit, devant ton lit, dans la chambre, dans les couloirs, entraîné devant la piscine, et juste devant la porte. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, et je lui ai dit je ne sais pas, au début je pensais que c'était de l'eau de la piscine. Quand on a découvert que c'était du liquide amniotique, on a entendu un cri en haut. On a tout de suite pensé que c'était mon petit frère. Mais quand on est arrivé en haut, ce qu'on a vu nous a laissé juste sans voix. Arrivé en haut, afin de faire taire sa douleur, cette femme hurlait. Elle portait une robe blanche et regardait dans le vide comme si c'était fini pour elle. Comme si c'était fini pour elle, elle regardait dans le vide. Juste à côté, il y avait cette lampe. Au-dessus, il y avait ce lustre. Il pendait de droite à gauche. Il se balançait. La jeune femme regardait dans le vide et hurlait de plus en plus. Ses jambes étaient écartées, et juste entre ses jambes, il y avait du sang. Il y avait du sang, et tout autour du lit, il y avait ces flaques d'eau qu'on retrouvait partout. Ce n'était pas de l'eau, mais c'était du liquide amniotique. Alors j'ai regardé la jeune femme. Je me suis mise à côté d'elle, mais j'ai vu le visage de l'enfant, du côté où il y avait la pourriture qui grimpait juste au-dessus de ses yeux, et juste en dessous. Juste en dessous de ses yeux et juste au-dessus de ses yeux, j'ai vu cet enfant. Il m'a regardé. J'ai senti comme une brûlure à mon poignet quand il m'a tenu la main. Quand il m'a tenu la main, j'ai senti comme une brûlure à mon poignet. J'ai été dehors et j'ai vu la jeune femme. J'ai été dehors et j'ai vu la jeune femme. Je l'ai vue. Elle se tenait juste devant la piscine et regardait son ombre. Elle regardait son ombre dans la piscine. Ensuite, quand je suis rentré, j'ai fermé la piscine sans prêter attention au fait qu'elle soit là. Elle s'est juste tournée vers moi et a regardé le moindre de mes mouvements. Elle a regardé le moindre de mes mouvements. Quand je suis revenu dans la chambre, la porte s'est fermée de plein fouet, comme quand nous étions devant la porte d'entrée, quand elle s'est ouverte et qu'elle s'est refermée de plein fouet. J'ai pensé que c'était un courant d'air, mais c'était autre chose.
Là, elle s'est fermée de plein fouet, derrière moi. Elle a failli m'emporter. Elle a failli prendre mon bras. Elle a failli prendre mon bras avec, elle a failli m'emporter, me jeter dans les escaliers. Si je ne m'étais pas accroché au lit, j'aurais peut-être fini comme la femme qu'on a retrouvée avant d'emménager ici, avec le regard vide dans les escaliers et son bras qui pendait. Je me serais peut-être retrouvé dans les escaliers. Je me serais peut-être retrouvé dans les escaliers si j'avais été emporté de plein fouet par la porte. J'aurais peut-être été frappé contre le lustre, j'aurais peut-être été frappé contre les murs, j'aurais peut-être été même frappé contre le bord de l'escalier. Mon visage serait tourné vers l'intérieur de la pièce, et je regarderais le lustre se balancer, avec un regard vide, comme si je ne le regardais déjà plus, et comme si j'étais morte. La jeune femme à l'intérieur, qui essayait d'hurler afin de faire taire sa douleur, me regardait. En main, elle serrait très fort une croix noire. Elle la serrait tellement fort qu'au bout d'un moment, cette croix a pris feu. Je ne savais pas en quelle matière était cette croix. À mon avis, ce devait être du caoutchouc ou du plastique très dur. À mon avis, ce devait être une croix, un crucifix factice. Ce devait être un crucifix factice, une croix qui avait été fabriquée dans le commerce. C'était une croix en plastique dur et noir. Quand j'ai pris la croix et qu'elle est tombée, j'ai ramassé les cendres, je les ai posées dans un pot. Juste dans les cendres de la croix qui avait brûlé, il y avait un petit morceau de plastique noir. Je l'ai ramassé et j'ai regardé. À la lumière, il étincelait. De mille feux et je l'ai regardé. Ce n'était pas n'importe quel plastique, c'était du carbone. C'était du carbone qui sentait le caoutchouc. Et j'ai regardé ce morceau de plastique que j'ai posé dans les cendres. Je les ai versés dans la cheminée, en bas, et je suis remonté. La jeune femme était debout à côté de son lit. Entre ses jambes, il y avait du sang qui coulait. Il y avait du sang qui coulait le long de ses cuisses, le long de ses tibias, le long de ses genoux, le long de ses jambes. Et elle a regardé tout le monde. Elle a regardé la fenêtre. Elle est restée à la fenêtre et a regardé la piscine. Elle m'a regardé moi, a regardé ma sœur, a regardé mon petit frère et a regardé ma mère. Dans ses mains, elle tenait son bébé. J'arrivais à voir les côtes de son bébé. Ses yeux n'étaient même pas encore ouverts. Et dans ma tête, j'avais une seule question. Plusieurs, en fait. Dans ma tête, j'avais une seule question. Elle nous regardait tous comme si on était coupables, comme si elle nous jugeait. Comme si on était les coupables de la mort de son enfant. Elle nous regardait. Elle avait les jambes en sang, et il y avait plein de liquide amniotique à ses pieds. Elle nous a regardés et tenait son enfant mort. Elle s'est effondrée par terre et a pleuré. Elle a pleuré sans aucun bruit, et pourtant sa bouche était ouverte comme si elle criait. Son bébé, j'arrivais à voir ses côtes qui ne respiraient plus et qui ne bougeaient plus. Ses yeux étaient fermés et je me demandais, comme tous les bébés, est-ce qu'il pouvait déjà voir, entendre, sentir, ou remarquer qu'il était né. Je me suis posé ces questions et elle s'est relevée. Devant la piscine, elle a lâché son enfant. Elle est rentrée dans la petite profondeur. À la grande profondeur, je suis allé voir et elle avait disparu sous l'eau. Figure-toi que je n'ai jamais eu aussi peur que maintenant. Elle me regardait avec un regard. Ses yeux étaient dilatés, ses pupilles étaient dilatées. Ses yeux me regardaient. Ses iris étaient tout faibles. Je regardais ses yeux, je voyais des yeux dilatés. J'arrivais à voir ses yeux noirs. J'arrivais à remarquer ses yeux bleus. Elle était devant nous et elle nous faisait peur. Elle se tenait devant, les deux pieds sur le sol, et j'arrivais à voir une flaque d'eau juste devant elle. Je ne savais même plus si c'était une flaque d'eau. Je ne savais même plus ce qui était réel ou non. Elle me regardait, mais je n'avais jamais eu aussi peur que maintenant. Elle était là, devant moi, et tenait son bébé, juste contre elle, juste contre sa poitrine, juste contre ses seins. Elle tenait son enfant
Son enfant ne respirait plus, ne bougeait plus, ne disait plus rien. Il ne pleurait même pas. C'était juste un cadavre, une dépouille qu'elle avait en main. Et elle me regardait, fixement. Ses yeux étaient dilatés, des yeux bleus. Et j'arrivais à voir ses yeux, tout faibles, tout minces, me regarder fixement. Elle avait une longue robe blanche, couverte de sang, couverte de taches de sang. Elle n'en avait pas là où elle portait son enfant. Là où elle portait son enfant, elle n'en avait pas, mais des taches de sang, elle en avait sur tout le corps. Ses bras étaient tout faibles, j'arrivais à voir ses os. Juste contre la chair, juste contre sa peau, j'arrivais à remarquer ses os. Elle sentait la chlorophylle. Je l'ai vue, je me suis approché. Je me suis mis devant le lit. Et quand je l'ai regardée, elle me regardait moi. Je n'ai jamais eu aussi peur que maintenant. Elle m'a donné son bébé, et j'ai entendu le faible pouls de son cœur. J'ai entendu le faible pouls de son cœur quand j'ai tenu son enfant. Son enfant était entre ses mains, et j'arrivais à sentir ses petites côtes. Quand je l'avais en main, j'arrivais à sentir ses petites côtes, la respiration de ses tout petits poumons, son cœur qui battait à la chamade, juste en dessous de ses côtes. J'arrivais à le sentir tout contre moi. Il était humide, mouillé et froid, et sentait la chlorophylle, comme s'il était resté un bon moment sous l'eau. La jeune femme est partie. Ses cheveux pendaient sur le côté et à l'arrière. Quand elle est partie, ses cheveux pendaient à l'arrière. J'ai vu ses cheveux pendre. Ses cheveux étaient tout mouillés, tout blancs, tout gris. Quand j'ai vu ses cheveux qui étaient tout blancs, tout mouillés, tout gris, et qui pendaient sur les deux côtés, à gauche et à droite, en passant au-dessus de ses épaules, je me suis dit qu'il devait y avoir encore un bon nombre de cheveux derrière. Elle s'est retournée et j'ai vu toute une pointe de cheveux derrière, pointés vers le bas. Ses cheveux étaient blonds, taillés en pointe vers l'arrière. Ses cheveux étaient couverts d'eau, elle sentait la chlorophylle. Des deux côtés sur ses épaules, il y avait des cheveux qui cachaient le dessus de ses bras. Des cheveux qui cachaient le dessus de ses bras, qui cachaient ses épaules et qui cachaient même ses seins. J'ai regardé cette femme, elle s'est approchée de moi. Ensuite elle est partie. Elle a disparu dans l'obscurité, mais même sur les escaliers qui étaient plongés dans le noir, j'arrivais encore à entendre ses pas. Toute la nuit je suis resté les yeux ouverts. Toute la nuit je suis resté les yeux ouverts à me demander si elle repasserait. J'ai regardé les heures fixes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'ai regardé toutes les heures fixes, et toutes les heures je me levais pour pouvoir regarder les heures. Je prenais mon GSM en main, je le serrais si fort que j'avais l'impression que j'allais casser l'écran, et à heure fixe je me levais, à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, j'ai entendu une respiration tellement forte dans la chambre. À 5 heures du matin, j'ai entendu des pieds marcher sur le sol, des bruits de pas dans les escaliers. À 6 heures du matin, le matin, j'ai entendu des pleurs d'enfants. Je suis descendu aussitôt, et devant la table, je me suis appuyé. La table était mouillée et humide. Quand j'ai senti, ça ne sentait pas la chlorophylle. Ça ne sentait presque rien, en fait. C'était juste mouillé, et j'ai été voir dans la piscine. Elle était en train de rentrer dans l'eau, comme si c'était un portail vers une autre dimension. Ce matin-là, nous sommes allés en urgence chez le médecin. Il m'a fait passer plusieurs examens. Il m'a demandé de venir devant lui, ce que j'ai fait. Une fois devant lui, je ne sais pas ce que j'avais, mais j'avais tellement peur. J'avais peur de ce qu'il allait me dire, j'avais peur de ce qu'il allait faire. J'avais peur du résultat à la fin. Il a pris mes épaules, les a regardées. Il a demandé d'enlever mon t-shirt, a regardé mes épaules. J'ai jeté mon t-shirt dans un coin de la pièce. Ma mère l'a ramassé et l'a mise juste sur la table à côté d'elle. Ensuite, il a pris mes épaules. Il a pris mes épaules d'abord en mettant une main l'une en face de l'autre, et puis il a pris mes épaules en posant ses mains juste sur les miennes. Il a posé ses mains juste sur mes épaules et a baissé.
Il a appuyé sur mes épaules, ensuite a mis ses mains juste à plat devant moi et a appuyé sur mes côtes. Il a mis ses mains en flèche et a appuyé sur mes côtes, du côté droit et du côté gauche. D'abord, il a appuyé avec une seule main. Ensuite, il a mis ses mains en flèche, sur mes côtes, au milieu de ma poitrine. Il a appuyé en flèche, comme pour tester une résistance. Comme pour tester une résistance à quelque chose. Et quand il avait ses mains juste au milieu de ma poitrine, il m'a dit « respire ». J'ai respiré. Il m'a regardé et a penché la tête. Il m'a regardé et a penché la tête de gauche à droite, comme pour me dire non. Je l'ai regardé et je me suis installé sur une chaise. Je n'avais pas l'air rassuré, mais lui, je ne sais pas s'il ne l'a remarqué. Je ne sais pas si lui l'avait remarqué, mais je n'avais pas l'air rassuré. Assis, il a pris son bic et il chipotait avec. Ça m'énervait déjà, mais je ne l'ai pas dit. Il m'a regardé, a regardé ma mère, a regardé mon frère, a regardé mon père et m'a regardé moi. Il a dit que j'avais une insuffisance pulmonaire. Je lui ai demandé d'expliquer et d'être peut-être un peu plus précis. Il a dit que mes poumons ne fonctionnaient pas aussi bien que ceux de ma mère, ceux de mon père et ceux de mon frère. Je les ai tous regardés et ils m'ont tous regardé avec mépris. Là, je les ai regardés et je me suis fâché. Dans mon coin, je regardais le sol, je regardais mes pieds, tout en remettant mes chaussures. Tout en remettant mon t-shirt, dans mon coin, je regardais mes pieds. Je me suis assis sur le bord, sur la table, et il a mis cette chose en métal froide sur ma poitrine et m'a ausculté. Il a mis son stéthoscope sur ma poitrine, cette chose en métal froide, et il a écouté mon cœur. Je lui ai demandé sur un ton sec, pourquoi est-ce que vous faites ça alors que c'est mes poumons que vous avez regardés? Il a dit qu'il passait toujours regarder le cœur au cas où. Alors il a écouté mon cœur, tout fonctionnait parfaitement. Je l'ai regardé. Cette fois-ci, lui ne m'a pas regardé avec mépris, mais mes parents aussi. Mon frère me regardait avec mépris. Je l'ai regardé, lui, comme si j'étais énervé, et je lui ai dit « Tout va bien, sauf mes poumons ». Je suis parti, furax, et j'ai pris mes chaussures. Une fois dans la voiture, j'ai regardé mes parents. Mes parents essayaient de me regarder, essayaient d'échanger un regard avec moi. Mais je regardais par la fenêtre, et j'essayais de ne pas quitter ma cible, c'est-à-dire le bord de la route. Mon frère était à côté, et essayait avec sympathie de mettre son bras autour de mes épaules, comme pour me rassurer. Mais ça ne fonctionnait pas parce qu'il m'avait regardé avec mépris aussi. Alors j'étais là, et j'essayais seulement de regarder par la fenêtre. J'essayais seulement de ne pas avoir un contact avec eux, même si je sentais qu'ils me regardaient. Je sentais qu'ils me regardaient et qu'ils m'observaient. J'essayais tout de même de ne pas avoir de contact avec eux. Ensuite, le jour suivant, ça a été mon frère. Mon frère, le jour suivant, on a remarqué qu'il avait un cœur qui était affaibli. Alors cette fois-ci, c'était à mon tour de le regarder avec mépris. Cette fois-ci, c'était à mon tour de le regarder avec mépris, comme si je voulais le punir. Au fond de moi, je savais que je voulais pas le punir. Mais il avait un affaiblissement au cœur. Son cœur était plus affaibli que le nôtre. Mes parents l'ont encore une fois regardé avec mépris. Comme je savais ce que ça faisait, j'ai frappé légèrement l'épaule de ma mère et de mon père. Ils ont tout de suite arrêté. Alors là, une fois que mon frère s'est rhabillé, nous sommes allés dans la voiture. Une fois que nous étions rentrés, nous nous sommes tous les deux mis au bord de la piscine. Bras dessus, bras dessous, on a discuté de cette sortie chez le médecin. On a discuté de ce qu'on avait jusqu'à la tombée de la nuit. Nos parents étaient à l'intérieur et nous regardaient depuis la fenêtre. Dehors, on discutait de ce qu'on avait. Moi, j'avais une insuffisance pulmonaire. Et lui, il avait un cœur qui était faible. On ne savait pas encore pourquoi, peut-être qu'on allait retourner chez le médecin. J'espérais que non, parce que je ne voulais pas qu'il retourne chez le médecin autant de fois que moi j'y suis allé. Alors je laissais aller juste mes jambes, mes jambes d'avant en arrière dans l'eau, et on parlait. Ils sont arrivés dans la chambre, et leurs yeux ont tourné vers la fenêtre, juste assez pour éviter mon frère. Alors je les ai regardés. Eux, ils savaient qu'ils avaient une raison de venir ici. Le pire, c'est que eux, ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils savaient pourquoi est-ce qu'ils étaient venus à cette porte, pourquoi est-ce qu'ils avaient toqué, pourquoi est-ce qu'ils étaient rentrés. Mais le pire encore, c'est que nous, on ne savait pas. Eux, ils étaient là, devant nous, et ils nous regardaient.
À un moment, ils ont bloqué leur respiration, comme si ce qu'ils allaient dire était tellement difficile à dire qu'ils ne pouvaient plus respirer. Ils m'ont regardé et ils ont bloqué leur respiration, juste assez pour que je puisse voir leurs côtes arrêter de bouger et se resserrer. Juste assez pour que je puisse voir leurs côtes, à eux deux, à mon père et à ma mère, se resserrer. Juste assez pour que je puisse voir que leur respiration arrête de s'ouvrir et de se fermer, de s'ouvrir et de se fermer. Juste assez pour que je puisse voir que leurs côtes ont arrêté de bouger et qu'elles se sont resserrées. À l'intérieur, j'étais sûr que leurs poumons ne bougeaient même plus. C'était devenu du ciment. Ça ne s'ouvrait plus. Ça ne filtrait plus l'air. Ça ne filtrait plus l'air, ça ne s'ouvrait plus. Alors je les ai regardés. J'ai regardé leurs côtes, j'ai regardé au niveau. J'ai regardé au niveau des seins de ma mère et j'ai regardé au niveau des pectoraux de mon père. Je savais qu'à ce moment-là, ils avaient arrêté de respirer comme s'ils savaient qu'ils étaient là pour une bonne raison, mais comme s'ils savaient que cette bonne raison allait nous faire du mal. Alors ils nous ont regardés et ont évité mon frère. De justesse, j'ai vu que leur regard regardait la fenêtre. Je me suis mis là où il y avait la fenêtre, sur une chaise, et je leur ai dit de tout dire, de tout déballer et de parler. Ils ont dit qu'ils devaient retourner chez le médecin, avec uniquement mon frère. Je leur ai dit pas question, en m'affirmant juste devant eux. En m'affirmant juste devant eux, j'ai dit pas question, j'ai dit que j'allais avec, j'ai dit que je venais, que c'était mon frère et que j'avais le droit de savoir. Dans la voiture, mon frère s'est mis à côté de moi et a passé sa main juste au-dessus de mes épaules. Une fois chez le docteur, j'ai regardé le docteur. Le docteur m'a regardé comme s'il savait que j'allais peut-être passer moi aussi devant lui, devant son stéthoscope, devant ses examens. C'étaient les mêmes examens, la même rengaine encore une fois. Encore une fois, c'était la même rengaine et le docteur me regardait comme si moi aussi j'allais passer. Il a pris les épaules de mon frère, lui a demandé de retirer son t-shirt, il l'a posé sur la table et ma mère l'a pris. Elle l'a mise en boule sur ses épaules et le docteur a pris alors les épaules de mon frère. Il lui a demandé de les relever, de les abaisser, d'ouvrir ses bras et de les fermer, de garder ses bras bien droits. Et il a regardé la souplesse de ses os. Moi, dans ma tête, j'avais envie de dire « Médecin, ce sont des os, ils sont durs ». Mais j'ai gardé ce commentaire pour moi. Je l'ai enfoui tout à l'intérieur de moi, comme si je l'avais immergé dans l'eau. Comme si je l'avais immergé dans l'eau, je l'ai gardé pour moi. Alors je l'ai immergé au plus profond de mon esprit. J'avais juste envie de dire « Ce sont des articulations, ça se plie. Ce sont des os, ils sont durs. » J'avais juste envie de dire « Ce sont des bras, ils sont grands. » J'avais juste envie de lui dire « Ce sont des épaules, oui. » Mais je me suis tais, et j'ai gardé tous ces commentaires pour moi. Je les ai immergés au plus profond de mon esprit. Le médecin m'a regardé et il avait remarqué que je voulais dire certaines choses. Il m'a demandé « Est-ce que tu as des questions à propos de ton frère ?» Je me suis retenu de parler. Il était sur le point d'encore une fois tester mon frère. Il a mis ses deux mains à plat sur ses épaules, et il a dit « Relève les épaules, s'il te plaît. » Ensuite, j'ai vu qu'il a mis ses deux mains à plat sur le bord de ses épaules, juste un peu à côté, comme s'il les mettait presque sur ses bras, et il a dit « Tu peux lever les épaules. » Ensuite, il a fait la même chose qu'à moi. Il a mis ses mains sur ses côtes, et il lui a dit « Respire, prends un bon coup d'air et respire, ouvre ta poitrine. » Ensuite, il a fait la même chose de l'autre côté, avec sa main. Il a dit « Prends un bon coup d'air encore une fois, respire et ouvre ta poitrine. » Encore une fois, j'avais envie de parler, mais j'ai retenu tout ce que j'avais à dire, je l'ai retenu à l'intérieur de moi. Il a fait le même exercice pour moi, il a mis ses mains à plat sur ses côtes, juste devant lui sur son ventre, et a appuyé, comme pour voir là où c'était dur et là où c'était moins dur. J'avais envie de lui demander à quoi servait cet exercice. Ça avait l'air de ne servir à rien du tout, et de ne pas avoir d'utilité. Il s'est retourné vers moi, et finalement ça je l'ai dit. Je lui ai demandé à quoi ça sert, et il m'a dit « Au contraire, ça a beaucoup d'utilité, ça sert à remarquer les anomalies. » À cet instant-là, j'avais envie de me tourner vers lui. J'étais énervé, j'avais envie de lui demander « Où est-ce qu'il y a une anomalie chez mon frère ? Ou est-ce que vous en avez remarqué une ?» Il m'a regardé et il a dit « Non, tout va bien, il a juste un souffle au cœur. » Devant le médecin, il s'est assis, a pris son bic comme d'habitude. Ça m'énervait. Ça m'énervait ce tic de prendre son bic. Et comme d'habitude, sur un papier blanc qui était encore uni, sur un papier blanc qui venait tout juste de sortir de la photocopieuse et qui sentait l'encre et qui était tout chaud. Ce papier était tout chaud et sentait l'encre. Il l'a pris,
et j'arrivais à sentir l'odeur de l'encre, le papier chaud qui venait de sortir de l'imprimante. Il l'a pris et il a écrit. C'était une ordonnance, il l'a donnée à mes parents. Alors j'ai demandé ce que c'est un souffle-cœur et il me l'a expliqué. C'était terrifiant. J'ai préféré ne pas l'expliquer à mon frère qui lui en retour n'avait rien entendu. Je me suis levé et en tête je n'avais qu'une seule interprétation. Je n'avais qu'une seule interprétation et je me suis levé. C'était « je vais tomber sur lui ». Il est quelque part. Je n'avais qu'une interprétation en tête, c'est « je vais tomber sur lui ». Il est quelque part dans la maison. Je me suis dit « il attend sournoisement quelque part, plongé dans le noir ». Je me suis regardé dans le miroir avec un couteau à la main, et je me suis dit que plonger était exactement le bon terme, le terme approprié. On parlait de l'esprit d'une piscine. Alors je me suis dit plonger dans le noir est le terme approprié. Mais je me disais que j'allais finir par tomber sur lui, que j'allais finir par le voir. Mon jeune frère dormait dans son lit, et je me suis retourné vers la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu une ombre au pied de son lit. Je me suis rapproché, j'ai mis un pied à l'intérieur. Ma jambe, je l'ai avancée un petit peu dans la chambre, et j'ai regardé. Ce n'était que le bac à jouets. Avec la lumière de la lune dehors, et avec la lumière du réverbère dehors, ça faisait une ombre très noire à l'intérieur de la chambre. Alors je me suis avancé de 2 pas de jambe. De 2 pas de jambe, je me suis avancé, et j'ai vu que c'était son bac à jouets. Alors j'étais rassuré, et j'ai respiré. Je suis allé de l'autre côté, et là j'ai aperçu une ombre. Je suis rentré dans la cuisine, et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Juste cette odeur qu'il y avait au-dessus de moi. Une odeur genre comme de la viande morte. Comme de la viande morte, autour de moi il y avait cette odeur. Comme de la viande morte ou de la viande pourrie. De la viande pourrie, de la viande morte, je ne savais pas trop. Et plus j'avançais, plus l'odeur devenait forte. J'ai fini par mettre les pieds dans une mare de sang. Et quand j'ai relevé mon pied, j'ai allumé la lumière. Juste devant mes jambes, juste devant mes pieds, il y avait ça. Cette étendue de sang, comme si on avait traîné quelqu'un par terre. Devant moi, il y avait cette étendue de sang, comme si on avait traîné quelqu'un par terre. Il y avait cette traînée de sang qui donnait jusqu'à la porte de la salle de bain. Et j'ai été voir la porte de la salle de bain. J'avais vraiment l'impression que la traînée de sang rentrait encore à l'intérieur. J'ai ouvert la porte, j'ai mis le couteau dans la serrure, j'ai mis la main sur la poignée. J'ai mis la pointe du couteau dans la serrure, parce que je n'avais pas la clé. J'ai mis la main sur la poignée, j'ai tiré la porte, j'ai ouvert en pressant sur la poignée. Le couteau était toujours dans la serrure, et j'ai tourné comme si c'était une clé. Finalement, la porte s'est ouverte. J'ai regardé à l'intérieur, et la traînée de sang n'était pas là. Elle ne se poursuivait pas à l'intérieur. La baignoire était remplie d'eau, et je ne me souviens pas du bruit de l'eau qui coulait, ou alors d'un bain qui avait été rempli. Je ne me souvenais pas de ça. J'ai ouvert les rideaux, juste avec la lame du couteau, sans prendre mon bras, par peur que quelque chose me saisisse l'avant-bras ou les poignets. Alors j'ai ouvert avec la lame du couteau, parce que je me disais que si quelque chose saisissait le couteau, je pouvais le lâcher. Alors j'ai regardé à l'intérieur et il y avait le corps de ce jeune homme. Pour le moment, on l'appelait l'enfant, ou alors le jeune enfant. On l'appelait l'enfant, le jeune enfant, ou alors le jeune homme. Parce qu'il n'avait pas de nom, on ne savait pas comment il s'appelait. On n'avait aucune idée de comment il s'appelait. Et il y avait son corps, tout brun, tout gris, d'une couleur verdâtre, la peau très blanche, tout brun et tout gris comme s'il venait d'être déterré, et qu'on avait déterré sa dépouille. Comme si on avait déterré sa dépouille, il était tout brun, tout gris, verdâtre, sa peau était blanche, ses yeux se tournaient vers moi, ses yeux étaient tout noirs, et ses pupilles dilatées. Il me regardait. Ensuite, quand je me suis retourné, j'ai repris le couteau que j'avais mis sur le bord de l'évier, près du miroir.
Je l'ai repris, mais derrière moi j'ai entendu quelque chose, comme une jambe qui se pliait en deux, comme une articulation qui éclatait. Comme une articulation qui éclatait, comme un os qui craquait. J'ai entendu ça. Je me suis retourné et j'ai pris le couteau. J'ai saisi la lame sur le côté et j'ai regardé. Juste devant moi, il était debout et il me regardait. Le côté de son visage était ouvert. L'autre côté de son visage était rempli de moisissures et de pourriture. Il sentait la terre, il sentait la chlorophylle, il sentait l'eau. Il sentait la pourriture et la viande. Il sentait la viande pourrie, la viande avariée. Il sentait la viande déchiquetée, il sentait le cadavre. Et il me regardait avec ses yeux, ses grands yeux noirs. J'ai couru, j'ai laissé le couteau dans la cuisine. Et ensuite je suis rentré dans ma chambre. Et je me suis barricadé, mettant le bac à jouets juste devant la porte. J'avais les pieds dans l'eau. J'avais les pieds dans l'eau et je sentais mes poumons. Je sentais mes poumons se remplir d'eau, peu à peu. J'étais en train de nager. En fait, je n'avais pas que les pieds dans l'eau. J'étais sur le bord de la piscine et je me suis laissé aller dans la grande profondeur. Je me suis d'abord mis dans l'eau jusqu'au niveau des épaules. Je suis resté là, neutre et statique, et j'ai regardé la piscine. Ensuite, j'ai pris mon élan et je me suis poussé contre le bord. J'ai lâché mes mains et à l'intérieur de l'eau, j'ai senti quelque chose qui m'a tiré vers le bas, qui m'a tiré vers la profondeur. J'ai senti une main sur mon épaule. Revenant prendre mon souffle à la surface, j'ai vu qu'il y avait une marque de main sur mon épaule droite. J'ai regardé et quand j'ai touché, j'avais mal. C'était comme un bleu. Je me suis assis sur le bord et quelque chose m'a retiré à l'intérieur. J'étais comme prisonnier de l'intérieur de la piscine. Et puis j'ai vu cette femme. Elle avait cette robe blanche. Elle avait cette robe blanche et cette robe blanche était dans l'eau et flottait avec les vagues. Avec les vagues, le peu de vagues qu'il y avait à la surface. Ça flottait. Elle tenait son enfant dans ses bras et m'a regardé. Elle m'a attrapé et m'a serré très fort contre elle. Très fort, elle m'a serré contre elle. Je savais qu'elle m'attaquait parce que j'ai vu un peu plus loin. Quand je me suis mis à la surface, j'ai vu une femme. Ses pieds étaient juste devant moi. Elle était debout. Elle était debout et je n'arrivais à voir que son ombre. Elle était en contre-jour par rapport à un lampadaire allumé. Par rapport à un lampadaire allumé, dans le fond de la piscine, j'arrivais à voir ses pieds. J'arrivais à voir sa longue robe, mais juste sa silhouette. Rien de plus. Elle m'a retiré vers la profondeur. Et je me suis mis à leur coucher, comme si j'avais le dos juste sur le bord de la piscine. Je me suis mis couché dans la profondeur. Je me suis mis le dos sur le fond de la piscine. Et j'ai vu cette femme debout juste devant moi. Elle ne faisait rien. En main, elle portait quelque chose. Quand je suis revenu à la surface, c'était son enfant. Il ne bougeait pas. Il était juste dans ses bras, mais ne bougeait pas. Il était juste là. Puis je suis revenu à la surface encore une fois, et elle m'a réattrapé. À chaque fois que je revenais à la surface, elle me réattrapait, pour me remettre tout au fond de l'eau. Et je revenais à la surface, et j'ai repris mon souffle. J'ai respiré, j'ai inspiré. J'ai senti que mes poumons, qui étaient remplis d'air, commençaient petit à petit à se vider de l'eau dont ils étaient remplis. Je me suis assis sur le bord et j'ai entendu pleurer. J'ai été voir un peu plus loin. Dans le jardin chez les voisins, j'ai aperçu la silhouette d'une femme. Une femme qui était un peu plus loin. Elle était debout, le dos penché, les cheveux vers le bas. Les cheveux vers le bas, le dos penché. Elle tenait quelque chose et elle tenait son enfant. Elle ne le tenait pas comme les mères le faisaient. Elle ne le tenait pas comme les mères le faisaient. C'était comme si elle savait déjà qu'il était mort. Comme si elle savait déjà qu'il était mort, cette femme pleurait le dos penché. J'arrivais à voir ses vertèbres. J'arrivais à voir ses vertèbres le long de son dos. J'arrivais à voir ses côtes, même de dos. Cette femme était penchée, et ses cheveux longs et noirs étaient juste devant son visage et cachaient son visage. J'entendais les pleurs, les cris, les hurlements. Et elle tenait son bébé par la jambe. Il avait la tête vers le bas.
Je me disais, mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle le tient comme ça? Le sang va lui monter à la tête. Malgré le fait que son enfant soit déjà noyé depuis des centaines d'années. Ça fait des centaines d'années que son enfant est déjà mort noyé. Ça fait des années et des années qu'il est mort noyé. Elle le tenait par les jambes et je me disais, et je ne pouvais pas me dire autre chose, que son sang allait monter à la tête. Mais il était déjà mort depuis des centaines d'années. Et cette jeune femme est venue me tendre la main et m'a sorti de l'eau. J'ai regardé dehors, et à la fenêtre, il y avait ma sœur qui me faisait signe. Quand je me suis tourné, il y avait ce jeune enfant, avec le visage pourri. Il y avait ce jeune enfant avec le visage pourri, de la pourriture qui lui grimpait le long de l'œil, le long de l'arcade sourcilière, le long des cils, au-dessus de son œil et en dessous. Il y avait son visage qui était déchiqueté d'un côté, comme scarifié et comme coupé de l'autre. Il m'a regardé, et quand j'ai replongé dans l'eau pour éviter l'enfant, que j'ai pris l'autre côté de la piscine pour sortir, il n'était plus là. La jeune femme, je n'entendais ni ses pleurs, je ne voyais ni sa silhouette, et l'enfant était parti. La porte rabattue sur elle-même, le vent qui passait au travers, et moi accroupi par terre. Moi accroupi par terre, le vent qui passait par la porte. J'étais là, et je ne pouvais même plus sentir mon cœur. Je n'arrivais même plus à remarquer la présence de mes poumons sous mes côtes. Je n'arrivais même plus à sentir mes côtes s'écarter. Je n'arrivais même plus à sentir mes côtes se refermer. Je n'arrivais même plus à sentir mon ventre, ni rien en fait. J'avais juste l'impression d'étouffer. Je sentais de l'eau qui montait et qui commençait à s'immerger à l'intérieur de mes poumons. Je sentais de l'eau qui commençait à remplir mes poumons petit à petit. Je regardais le sol et j'étais en train de m'accrocher au tapis. Je m'accrochais au tapis et je regardais le sol. Je crachais de l'eau par litre et par litre. Par litre et par litre, je crachais de l'eau. Je m'accrochais au tapis et je me suis relevé. Il y avait encore de l'eau qui tombait de ma bouche. Je n'arrivais même pas à parler. Il n'y avait aucun son. Le seul son que je pouvais entendre, c'était celui du vent qui passait au travers de la fenêtre et au travers de la porte. La porte était contre et pourtant personne ne m'entendait crier, parce que quand je criais, il n'y avait aucun son. J'étais assis par terre contre mon lit, je tenais un seau entre mes jambes et je vomissais. Je vomissais et je vomissais encore. J'avais l'impression que je vomissais que de l'eau. Le pire, c'est que je ne savais pas si c'était du liquide amniotique ou si c'était de l'eau. Alors je regardais devant moi, et je continuais à vomir. Je m'accrochais à mon lit, et une fois que j'étais monté sur mon lit, les draps étaient trempés, la couverture aussi était trempée. Ça ne sentait même pas le chlore, ça ne sentait rien. L'eau n'avait même pas d'odeur. Alors je suis monté, et je me suis mis sur les draps, et j'ai continué à vomir. J'ai mis la tête par terre, j'ai penché la tête vers le sol, je me suis allongé sur mon lit. En arrière, la tête en arrière, je me suis penché. J'ai continué à vomir et de l'eau ne cessait de sortir de ma bouche. J'ai pleuré et j'ai pleuré. À un moment, ça s'est arrêté pendant 1 minute. J'avais 1 minute de répit devant moi, avant que ça ne reprenne. Avant que ça ne reprenne, j'avais 1 minute de répit devant moi. Je me suis reposé pendant 1 minute. J'ai regardé le plafond et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à côté de moi. J'ai senti qu'elle était là, mais je ne l'ai pas vue. J'ai été voir à la fenêtre et il y avait cette femme un peu plus loin, dans l'ombre de la piscine. Dans l'ombre de la piscine, il y avait cette femme un peu plus loin, dans la profondeur, dans la grande profondeur. Après avoir arrêté de pleurer, je me suis remis par terre. Mes yeux étaient mouillés, mais juste humides en dessous. J'ai continué à vomir de l'eau. Et les 4 seaux que j'avais remplis déjà, je les ai jetés par la fenêtre. J'ai jeté l'eau par la fenêtre, l'eau qu'il y avait dans les 4 seaux. J'ai récupéré les 4 seaux et j'ai été les mettre au garage. Au garage, il y avait un vent frais, presque humide, comme si ce n'était pas du vent mais de l'eau, comme si c'était un courant d'eau fraîche qui passait derrière moi. Il y avait ce vent frais, comme s'il était humide, comme si c'était de la vapeur d'eau. Et je me suis retourné et juste à côté, il y avait cette femme. Elle était accroupie par terre sur le sol et se balançait, d'avant en arrière.
Par terre, elle tenait un foulard rouge. J'ai regardé ce foulard rouge, je l'ai pris de ses mains. Elle le serrait très fort. Par terre, il y avait des marques d'ongles, comme si elle avait frotté le sol, le béton, avec ses ongles. Comme si elle avait frotté et qu'elle avait gratté le béton avec ses ongles, je lui ai pris des mains ce petit foulard qu'elle avait en main. Je l'ai regardé, le foulard, à la base, était blanc. Il y avait du sang dessus. Je l'ai récupéré et je l'ai mis par terre. Je l'ai étendu dehors. Dehors, devant la piscine, je l'ai étendu. Il y avait de l'eau qui sortait, évidemment. À mes pieds, il y avait de l'eau. À ce moment-là, j'ai continué à vomir de l'eau dans la piscine. Je me suis accroché au bord de la piscine. Quand j'ai trébuché, j'ai vu le regard de cet enfant sous l'eau. Il m'a regardé et m'a entraîné sous l'eau. Il m'a entraîné sous l'eau comme une force invisible. Quand je suis revenu à la surface pour respirer et pour reprendre mon souffle, j'ai regardé mes épaules et il y avait 2 marques. Quand j'ai mis mes mains sur les 2 marques, ça faisait mal et ça brûlait. Quand il m'a serré la main sous l'eau, qu'il m'a pris le poignet. Quand il m'a pris le poignet et qu'il m'a serré très fort la main pour m'entraîner sous l'eau, ça faisait mal et c'était comme si ça brûlait, alors que l'eau était froide. Ce soir-là, nous étions dans la piscine. Ce soir-là, nous étions dans la piscine, et quand j'ai regardé, au fond de la piscine, il y avait de la brume. Il y avait de la brume au fond de la piscine, et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était juste de la brume. Mais je me suis reculé, et plus je me reculais, plus j'arrivais à voir quelque chose. Au début, ce n'était qu'une forme noire dans la brume. Ensuite, ça paraissait un peu plus dense, un peu plus compact. Ça paraissait un peu plus dense, un peu plus compact. Mais plus je m'éloignais, plus ça paraissait vivant. Ensuite, je me suis retrouvé au milieu de la piscine avec mon frère. Là, j'ai vraiment eu peur parce que j'ai eu l'impression que cette chose était en train de respirer à mon cou. J'ai l'impression que cette chose était en train de respirer à mon cou. Je suis sorti de la piscine et j'ai vu que c'était une silhouette. La silhouette d'un enfant. Plus loin, dans la maison, l'enfant me regardait par la fenêtre. Arrivé dans la chambre de mon frère, on s'est tous les deux cachés. On s'est cachés juste en dessous du lit. On a attendu. On s'est caché en dessous du lit et on a vu des pieds juste devant nous. Ils ont fait les 100 pas pendant 30 minutes. Après, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés face à la fenêtre. On a espéré pouvoir sortir en rampant, ou alors en sortant comme ça en marchant, le plus lentement possible et sans aucun bruit. On a regardé ces pieds qui se sont arrêtés devant la fenêtre. La chose, ce pouvait être la mer, ce pouvait être la mer, ce pouvait être autre chose, ce pouvait être le jeune enfant. Mais cette chose qui se tenait devant la vitre a posé sa main sur la vitre. Elle a commencé à pleurer comme dehors. Et ensuite, j'ai senti les mêmes respirations dans mon dos. Dans mon dos, j'ai senti les mêmes respirations, malgré le fait que sur ma colonne vertébrale dans mon dos, j'arrivais à sentir les plaques qu'il y avait au-dessus. J'arrivais à sentir les plaques du lit sur ma colonne vertébrale. J'étais peut-être un peu trop large pour me mettre en dessous d'un lit. Mon frère, lui, il ne sentait rien. Pas de respiration, pas de murmure, pas de chuchotement, pas les plaques du lit, pas de vent froid, pas d'air frais, rien. Il était là et regardait. Je suis sorti et j'ai été voir cette chose, la chose n'était plus là. Il y avait juste une trace de main. Quand je suis sorti et que j'ai été voir la chose, il y avait un message qui avait été écrit comme par un enfant. Les lettres étaient écrites à l'envers. Les lettres étaient tous écrites à l'envers, le mot était écrit à l'envers, et la phrase était écrite à l'envers. J'ai pris un miroir sur le bord, et je l'ai mis contre la vitre, et j'ai pu lire le message sur le miroir. J'ai pu lire sur le miroir le message qui était inscrit sur la fenêtre. Ça avait été inscrit avec les doigts d'un enfant, ça se voyait. Ça ne pouvait pas être aussi petit et être écrit par un adulte. Alors j'ai lu dans le miroir. Il était écrit qu'on devait sortir et aller dehors. Dehors, il y avait cette silhouette, toujours la même.
Mais en m'avançant un peu plus sur le bord de la piscine, vers la brume sombre, j'ai aperçu et j'ai vu que c'était l'enfant. C'était l'enfant qui me faisait un signe. Sa main sur le côté était penchée vers le bas. Il était assis au bord de la piscine et balançait ses jambes dans l'eau. Il y avait encore cette odeur de viande pourrie partout autour de nous. Partout autour de nous, il y avait encore cette odeur de viande pourrie, cette odeur de pourriture. Le jeune garçon balançait ses jambes dans l'eau, et l'eau est devenue noire, comme de l'eau vaseuse. Comme de l'eau vaseuse, comme de l'eau des marécages, elle est devenue noire, elle est devenue sombre, elle est devenue verte très foncée, et ça sentait la vase, ça sentait le pourri, comme dans la nature quand on arrive devant une rivière qui a commencé à stagner. Comme dans la nature quand on arrive devant une rivière qui a commencé à stagner, ça sentait la même odeur de viande pourrie. Et j'ai regardé ce jeune garçon, qui s'est finalement levé. Il s'est avancé vers moi et il est sorti de la brume. J'ai vu son visage déchiré d'un côté. J'ai vu son visage déchiré d'un côté. J'ai vu son visage coupé et lacéré. De l'autre côté, il avait de la pourriture noire qui lui grimpait sous les yeux et au-dessus des yeux. Il m'a regardé, m'a fait un seul signe, le signe de me taire. Il a fait le signe de me taire et il m'a dit « Chut » en mettant son doigt sur ses lèvres. Ensuite, il est parti. J'ai été le chercher sous la brume, mais je n'ai rien vu d'autre que, juste devant, la haie, les broussailles qui séparaient notre jardin de l'autre jardin. Je n'ai rien vu d'autre que la haie et les broussailles, les buissons qui séparaient l'autre jardin avec le nôtre. Il était parti, je ne sais pas comment il avait fait. Peut-être qu'il était rentré dans la piscine. La journée, je suis allé nager à la piscine. La journée, je suis allé nager à la piscine et j'ai remarqué une femme. J'ai remarqué une femme à la piscine quand je suis allé nager. La journée. Elle se tenait juste devant la grande profondeur et elle avait un voile noir juste devant elle. Ce voile noir était juste devant son visage. Ça lui donnait un certain style de ne pas pouvoir voir son visage. Juste devant elle, il y avait du vent. J'arrivais à apercevoir ses yeux, mais sans les voir parce que le voile les cachait. J'arrivais à voir son nez, mais sans le voir parce que le voile le cachait. Et j'arrivais à voir sa bouche, mais sans la voir parce que le voile cachait ses lèvres et cachait sa bouche. La jeune femme regardait par terre, et j'arrivais à voir son visage caché par un autre voile. J'arrivais à voir son corps caché par un voile noir. Elle se tenait debout, ses mains étaient presque relâchées. Son visage regardait dans l'eau. Il y avait une ombre juste en face d'elle, son ombre. Et ses cheveux volaient au vent. Ça lui donnait un certain style. Une certaine allure. Ses cheveux qui volaient au vent, son visage caché par un voile qu'elle tenait au-dessus de ses cheveux, qui était sûrement accroché à cause de l'électricité statique. Ce voile noir qu'elle avait sur ses cheveux, sûrement accroché à cause de l'électricité statique. Elle avait l'air très vivante, et elle regardait dans la piscine. Je me suis mis devant elle, et c'était comme si je n'existais pas. Elle continuait à regarder dans la piscine. Je me suis mis devant elle, et j'ai entendu un souffle, comme un murmure, comme si elle avait dit quelque chose, comme si elle m'avait parlé et adressé la parole. Mais le moindre de ces mots était tellement silencieux qu'on aurait dit un souffle de vent. On aurait dit un souffle de vent parce que le moindre de ces mots était tellement silencieux que je n'ai pas entendu sa phrase. Ensuite, j'ai plongé dans l'eau. Une fois que j'étais sous l'eau, j'ai senti quelque chose m'appuyer sur la poitrine, comme si on me compressait la poitrine ou alors qu'on me faisait un massage cardiaque alors que je n'en avais pas besoin. J'ai senti que mon cœur commençait à se remplir d'eau. J'avais l'impression que mon cœur était sous l'eau et que la pression de l'eau était tellement forte que ça faisait comme une pierre qui était posée sur mon cœur et qu'il avait arrêté de battre. Mes poumons se remplissaient d'eau et je hurlais. Je hurlais, mais j'avais beau hurler, mes poumons continuaient à se remplir d'eau. La seule pensée qui me venait en tête, c'était combien de moments, combien de temps, combien de moments va-t-il falloir pour que je meure? La seule pensée qui me venait en tête, c'est combien de temps va-t-il falloir pour que mes poumons se remplissent assez d'eau? Combien de temps va-t-il falloir pour que mon cœur s'arrête complètement, avec cette impression d'avoir une pierre dessus? J'étais tout au fond de l'eau, dans la grande profondeur, et quelque chose m'appuyait sur les épaules pour que je ne me débatte pas.
Quelque chose m'appuyait sur les épaules pour que je ne remonte pas à la surface. J'avais l'impression d'avoir de la terre sur les épaules. J'avais l'impression que je commençais à pourrir, j'avais l'impression d'avoir de la terre sur les épaules, comme le jeune garçon. J'avais l'impression que mon corps était en décomposition, en état de décomposition. J'avais l'impression que sur mes épaules, j'avais l'impression que sur mes côtes, j'avais l'impression que sur mes côtes et sur mes épaules, il y avait des choses lourdes, comme par exemple de la terre, beaucoup de terre, et que j'étais couché sur le sol à l'extérieur. Sauf que je ne pouvais pas respirer. J'avais l'impression que j'avais deux morceaux de fer posés sur mes épaules, qui m'empêchaient de bouger. 2 gros morceaux de fer qui m'empêchaient de bouger. J'étais couché par terre dans le fond de la piscine. Et j'avais l'impression que ces 2 gros morceaux de fer couchés et appuyés sur mes épaules m'empêchaient de bouger. J'avais l'impression qu'on me compressait la poitrine avec un autre morceau de fer qui m'empêchait de bouger. J'avais l'impression qu'on me faisait un massage cardiaque alors que je n'en avais pas besoin. On m'appuyait sur le cœur avec une telle force que j'avais l'impression qu'il y avait une pierre au-dessus qui l'empêchait de battre. J'avais l'impression que de l'eau montait dans mes poumons et ça c'était bien réel. Ça montait, et mes poumons se remplissaient comme une bouteille qu'on pouvait remplir à un évier. J'ai arrêté d'hurler au moment où j'ai senti que la pression était tellement forte que j'ai cessé de me battre. Je me suis retrouvé au fond de l'eau et mon frère est venu me chercher. Il m'a déposé juste contre la cabane et il m'a demandé de respirer. Soudainement, j'ai senti mon cœur se remettre en route. J'ai senti l'eau partir de mes poumons et j'ai respiré. J'ai encore une fois craché de l'eau, mais cette fois-ci c'était pour mieux respirer. Je me suis assis contre la cabane et il m'a demandé d'expliquer ce qui s'est passé. Je lui ai dit que je n'ai rien vu mais que quelque chose m'attirait vers le fond. Quand j'ai été nager, j'ai senti des vibrations. J'ai cru pendant un instant que j'étais en sécurité, mais quand j'ai été nager, j'ai senti des vibrations. Je savais alors que quelqu'un marchait au bord de la piscine et me regardait. Je sentais des regards des fois lancés, des fois furtifs. Je sentais parfois des regards fixes, des regards parfois simplement lancés ou furtifs. Je me disais que c'était peut-être les enfants, je me disais que j'étais encore en sécurité. Je le pensais. Mais quand j'ai senti les vibrations et que je me suis appuyé contre le bord de la piscine, j'y ai mis mes mains et j'ai senti un pied qui a touché ma main. J'ai senti qu'un pied humide a touché le bord de mes ongles. Alors j'ai retiré ma main et je me suis de suite mis sous l'eau. Je me suis tout de suite mis sous l'eau, j'ai retiré ma main et je me suis retiré un peu plus. Je me suis mis de l'autre côté de la piscine, contre le bord de la piscine. Je me suis mis dans la grande profondeur pour ne pas qu'il me voie. Il ou elle, je ne savais pas si c'était une femme ou un homme, et j'ai regardé cette chose qui tournait autour de la piscine. Ensuite, je suis remonté à la surface. Il faisait noir, et dire que je pensais être en sécurité. Je suis arrivé à l'intérieur. Quand je suis arrivé à l'intérieur, il y avait une traînée de sang. La traînée de sang s'étendait dans le salon, et passait juste devant le fauteuil. Devant le fauteuil, il y avait 2 marques d'eau posées juste l'une à côté de l'autre, comme si 2 personnes avaient regardé la télé. Il y avait un fusil qui était déchargé. Il y avait un fusil déchargé sur la table et la traînée de sang s'étendait partout. Juste devant la télé, juste devant la télévision, juste devant le fauteuil, il y avait 2 flaques d'eau. Après, j'ai regardé, et la traînée de sang s'étendait encore plus loin. Elle s'est arrêtée au niveau de la porte, entre les escaliers et la porte. Entre la porte d'entrée et les escaliers, elle s'est arrêtée. J'ai pris les escaliers, j'ai regardé une dernière fois la porte, sur la poignée, il y avait du sang. Par terre, il y avait des gouttes qui tombaient, goutte à goutte. Goutte à goutte, les gouttes tombaient par terre et faisaient une petite flaque de sang. La porte ne s'est pas ouverte. J'ai commencé à marcher dans les escaliers. Avant, je me souviens que j'avais été dans la cuisine. J'ai pris un couteau et j'ai marché. J'ai monté les escaliers. La seule chose que je remarquais, c'était mon poing tellement serré que le couteau tremblait. La seule chose que j'ai remarqué, c'était mon poing tellement serré que le couteau tremblait. Ma main tremblait aussi. La lame, le reflet de la lame, et la lumière des réverbères dehors, les réverbères de la route. La lumière des réverbères de la route dehors sur l'autoroute qui passait un peu plus loin. La lumière de la lampe dehors
devant la maison qui se reflétait dans la lame du couteau, la lumière dehors de la lampe qui se reflétait dans la lame, et aussi la lumière de la lune, les réverbères un peu plus loin avec l'autoroute qui passait. Le bruit des voitures que j'arrivais à entendre, mais très faiblement. Je suis arrivé en haut, et j'ai regardé. Juste sur la porte de la chambre, une chambre qu'on n'utilisait pas. Sur la porte d'une chambre qu'on n'utilisait pas, il y avait une marque de sang. Juste en dessous de la paume de la main était ouverte, appuyée contre la porte. Appuyée contre la porte, la main était ouverte. Il y avait la marque de sang de la paume et des doigts. Juste en dessous de la paume, il y avait 3 gouttes de sang qui tombaient et qui étaient en train de lisser la porte, jusque par terre. Il y en avait une plus longue, une qui arrivait jusque par terre et une toute petite, comme si elle venait de commencer à couler. J'ai regardé et j'ai passé juste un doigt dessus. C'était humide, comme si cette personne s'était coupé la paume de la main et avait posé sa main juste sur la porte pour appuyer ensuite. J'ai continué et sur la porte de chambre de ma fille, il y avait juste une trace de main noire. Il n'y avait pas d'écoulement d'eau, il n'y avait pas d'écoulement de terre ou de sang. C'était juste une trace de main noire, je ne sais pas en quoi c'était. Et j'ai posé ma main dessus. J'ai regardé avec mon doigt. C'était une matière un peu visqueuse, presque comme de l'eau. C'était presque comme de l'eau, mais il y avait des bulles. Il y avait des bulles comme dans la salive. Ça avait l'air plus pâle, plus dense. Ça avait l'air plus pâle que la salive, plus opaque, plus dense. C'était beaucoup plus blanc, et j'ai regardé cette matière noire qui était là. Elle était liquide avec une sorte de liquide transparent. À l'intérieur, c'était noir, comme si la matière noire ne faisait pas partie de cette matière visqueuse. Cette matière visqueuse était transparente comme la salive et était aussi fine que de l'eau. À l'intérieur, il y avait cette matière noire un peu plus compacte et un peu plus dense. C'était peut-être de la tourbe, ce qu'on avait retrouvé sous les ongles de l'enfant mort dans cette piscine. Je me suis réveillé dans le corps d'autre chose. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'en avais aucune idée. Je me suis réveillé dans le corps d'autre chose. Je voyais que autour de mes mains, autour de mes doigts, autour de mes articulations, de mes doigts et de mes mains, il y avait une fumée noire, comme si j'étais en feu. Il y avait cette fumée noire comme si j'étais en feu. Et je marchais. J'avais réellement l'impression que c'était la fumée qui s'émanait de l'intérieur d'une cheminée. J'avais vraiment l'impression que c'était cette fumée qui s'émanait de l'intérieur d'une cheminée quand il y avait du bois qui brûlait. C'était une fumée noire qu'il y avait tout autour de moi. Je n'étais plus moi-même et je ne me contrôlais même plus. J'arrivais même plus à ressentir le fait que je respirais. J'arrivais même plus à sentir le fait que c'était moi qui marche. Je n'arrivais même plus à contrôler mes faits et gestes. Je n'arrivais même plus à voir ou à sentir que c'était moi qui regardais. J'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose d'autre qui me tenait, quelque chose d'autre qui me faisait marcher, quelque chose d'autre qui me manipulait. Comme si j'étais un pantin, comme si à l'articulation de mes bras, à l'articulation de mes épaules, il y avait des ficelles. Comme si j'étais un pantin, comme s'il y avait des ficelles à mes épaules et à l'articulation de mes bras. Comme si à mes poignets il y avait des ficelles. Et comme si à chaque articulation de mes mains il y avait des ficelles. Comme si ma nuque était téléguidée. Et j'étais manipulé par cette chose qui avait tout autour de moi, une sorte de fumée noire. Je voyais tout ce que je faisais, le moindre des choses que je faisais, je les voyais. La seule chose que je pouvais encore contrôler, c'était mes larmes. Je pouvais encore contrôler mes larmes, mes pleurs. Et quand j'ai vu que cette chose s'est approchée de l'enfant, a pris le bébé, quand j'ai vu qu'elle s'est approchée de la piscine, il y a une larme qui est tombée du côté gauche. Je savais ce que j'allais faire. Je savais ce que cette chose voulait que je fasse. Je me suis assis, les pieds dans l'eau, et je l'avais entre les mains.
Il pleurait. Et je n'arrivais même plus à contrôler mon ouïe, donc c'était même pas moi qui entendais ses cris. Ce n'était même pas moi qui entendais ses cris. Je n'arrivais même plus à contrôler mon ouïe. Les pieds dans l'eau, j'ai finalement mis mon corps dans l'eau, jusqu'aux épaules. J'ai finalement mis mon corps dans l'eau, j'ai plongé dans l'eau avec l'enfant. J'ai gardé l'enfant entre mes bras. Et je me suis mis sous l'eau. Et je ne suis plus remonté. Une fois que j'étais remonté, l'enfant était mort. Il était mort noyé. Il avait dû sentir comme moi une pression sur son cœur si fragile. Il avait dû sentir comme moi une pression sur son cœur qui était si fragile. Et il avait dû sentir comme moi une pression sur ses épaules. Il avait dû sentir aussi une pression sur ses côtes. Il avait dû sentir ses poumons qui se remplissaient minute par minute. Pour lui, c'était peut-être même seconde par seconde. Et peut-être qu'il avait ressenti tout ça en une fois. Peut-être qu'il avait ressenti tout ça en une fois. J'étais sous l'influence d'autre chose. Quand je me suis réveillé, j'étais au bord de la piscine, couché par terre, toute mouillée. J'étais trempé et j'avais mes vêtements de nuit. J'étais couché par terre et j'ai entendu pleurer. J'ai été chercher dans les buissons ce que c'était, un peu plus loin au fond du jardin. Je n'ai ni vu un enfant, ni vu mon fils, ni rien vu d'autre. C'était juste une manipulation de cette chose. Mais quand j'ai vu une fumée noire de forme humaine, une femme avec un voile noir sur le visage et avec des cheveux qui flottaient au vent, rentrer à l'intérieur, je suis rentré aussitôt et j'ai essayé de la suivre. Elle a marché dans les escaliers. En haut, il y avait des marques de mains noires sur toutes les portes. Je suis arrivé et j'avais enfin la réponse à ça. Je savais que c'était elle qui mettait ses marques de mains noires sur toutes les portes. Sur la mienne, il y avait une main noire avec du sang. Sur ma porte à moi, il y avait une main noire avec du sang. Cette matière noire était mélangée à de la terre et du sang. La main avait été posée, encore une fois pour marquer. La main avait été posée sur la porte et il y avait du sang qui coulait. Je ne savais pas quoi faire et j'étais dans le couloir assise par terre entre la porte de mon fils et de ma fille. Je savais que je marchais en terrain miné depuis longtemps. Depuis longtemps, je savais que je marchais en terrain miné. Je savais que ici, plus personne n'était en sécurité. Alors j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait cette femme qui me regardait. Une femme avec un voile noir sur le visage. Une femme avec les cheveux au vent. Cette femme avec un voile noir sur le visage. Cette femme protégée d'un voile noir. Elle est rentrée dans la maison et quand je me suis redressé sur mon lit, juste devant, il y avait le jeune garçon. Il s'est mis au chevet de mon lit et m'a regardé. Il a pris mon poignet et a rentré de force ma main dans sa bouche. Et avec ses deux mains, il a ouvert sa bouche à lui. Je l'ai regardé faire, lentement avec ses deux mains quand je l'ai regardé faire. Il a ouvert sa mâchoire supérieure et sa mâchoire inférieure. Du côté où il était déchiré, il a ouvert sa mâchoire supérieure et sa mâchoire inférieure. J'ai regardé ses lèvres se déchirer, j'entendais la chair se déchirer. J'entendais sa mâchoire supérieure et sa mâchoire inférieure qui craquaient. Je voyais ses dents qui étaient pourries. Il me serrait très fort le poignet. Quand il m'a relâché, j'ai regagné mon lit et je me suis posé sur mon lit. J'ai supposé qu'il était là uniquement pour faire peur. Quand je me suis endormi un peu plus tard la nuit, j'ai regardé juste devant moi. Il y avait une petite amulette qui avait été faite avec des pierres grises différentes. La petite amulette avait été faite avec des pierres grises différentes. Dessus, il y avait des inscriptions. Je pense que c'était de l'hébreu. C'était de l'hébreu ou alors de l'arabe. C'était de l'arabe, de l'hébreu. Mais c'était en tout cas quelque chose comme ces langues-là. C'était une langue ancienne. Qu'il y avait dessus, écrite à la main. J'ai regardé
J'ai regardé l'écriture arabe ou alors l'écriture hébraïque. J'ai regardé l'écriture hébraïque qu'il y avait dessus. Une écriture arabe, bien dessinée, de belles courbes. J'ai pris l'amulette et dessus, j'ai regardé la calligraphie arabe. J'ai regardé la calligraphie arabe dessus. Je l'ai mise à mon poignet. Elle était grise, avec de petites perles grises. Dessus, il y avait une calligraphie noire dessinée à la main. Les traits étaient tellement fins que j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas là. Les traits étaient tellement fins que j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas là. Mais il y avait bel et bien réellement des traits noirs, des traits de calligraphie arabe dessus. Ou alors c'était peut-être de l'hébreu, je ne savais pas encore. Ensuite, j'ai ouvert un livre de langues anciennes qu'il y avait juste au chevet de mon lit. Juste au chevet de mon lit, il y avait un livre de langues anciennes. J'ai regardé à la lumière de la lampe. En regardant à la lumière de la lampe, c'était de l'arabe. Et j'ai vu tout un tas d'autres amulettes, juste devant moi. Il y en avait une en bois, avec un œil qui avait été gravé dessus, avec un animal, un cerf, avec juste les bois d'un cerf qui ont été gravés, avec une fleur, avec un œil, avec un autre animal. Et celle-là, elle était là, posée. Et chaque perle avait son animal totem. Chaque perle avait son animal totem. Et il y avait un œil. Il avait été peint de plusieurs bleus différents. J'ai tout de suite pensé que c'était l'œil d'Horus, mais non. C'était pas l'œil d'Horus, et j'ai regardé. Il y en avait une autre qui était blanche, une autre qui était bleue. Bleue et noire avec des perles bleues, bleues très foncées, un peu comme la grande profondeur de la piscine. Le jeune enfant les a prises en main et les a gardées. Ensuite, quand il est parti, je l'ai vu à la piscine. Je l'ai vu à la piscine, encore une fois, derrière la piscine, derrière la grande profondeur, derrière la brume. Derrière la brume, derrière la grande profondeur, je l'ai vu mettre les petits bracelets à sa main, mettre les petites amulettes. La jeune femme a déposé son bébé par terre, que je n'entendais pas crier. C'était perturbant, je ne savais pas dire s'il avait les yeux fermés ou non. Elle est partie, et je l'ai vue un peu plus loin. Je l'ai vue descendre les escaliers, rejoindre la femme en noir avec un voile sur le visage, et tous les trois étaient au fond de la piscine derrière la brume. Le jeune garçon est sorti de l'eau, et il est rentré dans la maison. Il a frappé 2 fois à la porte, et ensuite a pris le bracelet que mon fils avait trouvé. Dessus il y avait son nom, mais on n'avait jamais regardé. C'était un bracelet, une petite gourmette. C'était une petite gourmette en or. Il l'a reprise. Ensuite, mon fils, d'abord, avant qu'il ne la récupère, mon fils avait senti une pression sur son poignet. Ça brûlait. Il avait senti que la main de cette personne qui lui tenait le poignet était mouillée et humide. Il avait senti que la main de cette personne était humide et mouillée. Mais ça lui brûlait, comme de l'eau bouillante. Il a senti que ça rentrait jusqu'à l'intérieur. Il a même précisé que ça touchait presque ses os, que ça touchait presque l'intérieur de la chair. Il a dit que ça faisait si mal. Et le jeune enfant qui lui a pris le bras l'a jeté par terre. Il s'est retrouvé contre l'armoire, contre le mur. Le jeune enfant s'est avancé. Derrière lui, il y avait une traînée de sang. On savait maintenant d'où ces traînées de sang apparaissaient. C'était quand le jeune enfant rentrait dans la maison. Elle se dessinait derrière lui. Il est arrivé, il a pris son bras et l'a regardé. Il s'est juste assis à côté de lui, comme s'il voulait faire ami-ami. D'abord, il a regardé son bras, et ensuite a enlevé le bracelet qu'il avait à la main. Il avait tous les bracelets qu'il avait trouvés dans ma chambre. Mais pourquoi voulait-il celui-là particulièrement? Parce qu'il y avait son nom dessus, le jour de sa naissance, et l'heure. Il l'a récupéré et a enlevé la gourmette qu'il avait au poignet. Il a enlevé ce petit bracelet si précieux, mais il l'a retiré avec tellement de force que sur le poignet de mon fils, il y avait le dessin de la chaîne.
Il y avait les traces de la chaîne sur le poignet de mon fils parce qu'il l'avait retiré avec tellement de force. Il l'avait tiré dessus. Ça avait marqué son poignet. On voyait les chaînes qui étaient accrochées juste sur son poignet. Et il est parti. Il l'a récupéré. La jeune femme est montée avec une boîte qu'elle avait en main. À l'intérieur, il y avait les côtes de son enfant et le crâne. À l'intérieur de la boîte, il y avait les côtes de son enfant et le crâne. Elle a récupéré son enfant, le crâne de son enfant et ses côtes. Elle est partie avec la boîte, mais quand je l'ai vue dehors dans le jardin, elle n'était pas uniquement avec la boîte, mais elle avait un bébé en main. L'enfant que j'avais, qui était dans le berceau, qui était censé dormir. L'enfant que j'avais, qui était censé dormir, qui était censé être dans son berceau, l'enfant que j'ai failli noyer, l'enfant que j'ai failli tuer. Elle l'avait en main. Elle avait été enterrer les côtes un peu plus loin dans le jardin. Un peu plus loin dans le jardin, elle avait été enterrer les côtes, le squelette de son enfant, qu'elle avait mise d'abord dans un mouchoir, un petit mouchoir. Une sorte de petit mouchoir de petit drap blanc. Elle l'avait posé dedans. Elle avait mis les côtes l'une sur l'autre, la côte droite et la côte gauche. Elle les avait posées l'une sur l'autre. Et dans ce petit drap blanc, elle avait mis le crâne sur les côtes. Elle avait posé les bras, les os des bras, les os des jambes qu'elle avait posés à côté. Elle les avait enroulés dans un second drap qu'elle avait mis à l'intérieur. Et elle a enterré tout ça. Mais quand je l'ai vue dans le jardin, elle avait l'enfant dans les bras. Elle a commencé à marcher dans la piscine. J'ai plongé dans la piscine, sans hésiter, après avoir dévalé les escaliers. Mais je ne l'ai pas retrouvée, elle avait disparu. J'ai juste entendu quelque chose bouger dans les buissons. Mais quand je suis allé voir, c'était juste un chien errant. C'était juste un chien errant qui était sorti des buissons, je pensais que c'était elle qui était encore là. Mais elle était bien partie par la piscine quelque part, mais où ça? Je ne sais pas. J'avais compris que l'enfant était juste là pour venir récupérer la gourmette que mon fils avait trouvée, et j'avais compris que la jeune femme était juste là pour pouvoir récupérer un enfant, parce que le sien était mort-né. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils hantaient et pourquoi est-ce qu'ils convoitaient cette piscine particulièrement, mais ils étaient là pour ça. Après tout ce qui s'était passé, on en avait fini avec ça. J'avais déposé au milieu de la piscine, dans un drap que j'avais récupéré dans une armoire en haut. En haut, j'avais récupéré un drap blanc. À l'intérieur, j'avais mis le petit médaillon qu'il y avait autour de la dame habillée en noir. Il y avait cette dame qu'on avait appelée la dame habillée en noir. Elle n'avait pas de nom, on ne savait pas pourquoi elle était là, mais elle était là. Elle faisait partie des esprits de cette maison, elle faisait partie de l'histoire de cette maison. Elle faisait partie de l'histoire de cette maison, partie des esprits de cette maison qui avaient convoité cette piscine. Un peu plus loin, j'avais retrouvé les os de l'enfant qu'on avait mis au milieu. Et encore un peu plus loin, j'avais retrouvé les petites amulettes, les petits médaillons. J'avais retrouvé un petit médaillon, un peu plus loin, une chaîne en argent. J'avais retrouvé une chaîne en argent un peu plus loin, avec dessus une pierre noire. Une pierre noire ou alors bleu très très foncé. J'avais retrouvé ce médaillon en argent avec une petite chaîne et dessus une petite pierre bleue très très foncée ou alors noire. Je l'ai retrouvé avec tous les autres bracelets. Je les ai mis dans un voile blanc, et dans un voile blanc j'ai aussi mis les os. Je les ai tous posés au centre de la piscine, au centre de la grande profondeur. En me reculant pour aller les déposer, j'ai failli tomber en arrière. Heureusement que mes enfants étaient là pour me rattraper. Je me suis assis et j'ai tout lâché d'un coup sec, sans prêter attention. L'histoire de cette maison et les esprits qui ont convoité cette piscine n'étaient plus que du passé. Alors j'ai regardé la maison et on s'est préparé. Les affaires étaient prêtes en même pas 50 minutes. On était tous alignés devant la maison et tous prêts à partir. Quand j'ai mis le contact, c'était comme une délivrance. On regardait plus que cette maison avec dédain. On n'imaginait plus que cette maison, vide,
abandonnée. On n'imaginait plus que cette maison vide et abandonnée. On avait repassé avec du béton au-dessus des os, au-dessus des bracelets et au-dessus du petits médaillons. La piscine avait été vidée et au-dessus des petits médaillons, au-dessus des bracelets, au-dessus des os, au-dessus de tout ce qui appartenait aux esprits, on avait passé du béton. On avait coulé du béton dans la piscine. Elle avait été effacée de la surface du jardin. Maintenant, il n'y avait plus qu'une grosse plaque de béton qui avait été coulée et qui avait été lissée juste au-dessus de la piscine, qui faisait la surface de la piscine. Tout avait été prisonnier par le béton. Impossible qu'il revienne. J'ai regardé encore une fois toutes les chambres une dernière fois. La chambre qui donnait sur la piscine, la chambre qui donnait sur l'extérieur, la chambre qui donnait encore à l'extérieur vers le jardin des voisins, et cette fameuse fenêtre par laquelle je voyais tout le temps l'enfant dans la brume, et cette autre fenêtre, cette vitre, cette baie vitrée en bas, et cette autre fenêtre, cette fenêtre coulissante, juste à la cuisine, cette fenêtre coulissante par laquelle j'arrivais à voir cette femme qui marchait de temps en temps, par laquelle j'ai vu pour la première fois cette femme habillée en noir, cette fenêtre-là. Ensuite, on est parti, et j'ai été voir dans les couloirs la première fois. J'ai suivi tout le parcours de toutes les traînées de sang qu'il y avait. Je suis retourné dans notre chambre, j'ai récupéré quelques draps et quelques affaires. J'ai suivi dans les escaliers la seule traînée de sang que j'ai pu voir. La traînée de sang qui passait dans le salon, qui passait dans l'entrée et qui s'arrêtait juste au bord des escaliers. J'ai suivi la traînée de sang qui passait devant les escaliers, sans prêter attention ni à la porte qu'il y avait en face, ni à la première marche, ni à tout l'escalier, et qui allait jusqu'au fond de la pièce. J'ai suivi les traînées de sang que je ne voyais plus, mais je savais encore où elles étaient placées. C'était un souvenir bien ancré dans ma mémoire. C'était un souvenir impossible à oublier. Une fois qu'on est parti, je suis retourné à la fenêtre. J'ai vu la brume qui a réapparu tout au fond, là où la piscine était censée être la grande profondeur. Là où il y avait la grande profondeur, il y a la brume qui a réapparu encore une fois. Je suis resté figé comme si le cauchemar n'était pas terminé et que quelque chose était revenu. Mais c'était juste la brume d'avant. Je suis resté figé comme si le cauchemar n'était pas fini et que les esprits allaient nous suivre. Quand tu es arrivé derrière moi, tu m'as pris l'épaule et tu m'as dit que c'était fini en me murmurant à l'oreille. Je me suis saisi, mais finalement je me suis débloqué et je suis parti. Il n'y avait plus de profondeur, il n'y avait plus rien, juste une surface de béton. Et j'ai regardé, il n'y avait pas d'ombre, rien qui bougeait, rien qui me murmurait, rien qui me chuchotait des mots à l'oreille. Il n'y avait pas de respiration, pas de froid, pas de vent glacial, pas de buée, rien. Alors je suis parti, et une fois que j'ai mis la clé et que j'ai mis le contact, j'ai regardé la maison, avec dégoût, et nous sommes partis. La police est arrivée, ils ont classé l'affaire de meurtre-suicide. La police a suivi les traces de la dernière traînée de sang qui avait été posée sur le sol. Mais arrivé dehors, un policier a vu son chien en train de gratter sur la surface de béton. Il s'est demandé quoi et a essayé à plusieurs reprises de le tirer, pour lui dire de partir. Il est resté assis là longtemps et a commencé à aboyer, dans le vide sur rien, en ne regardant rien. Uniquement la fenêtre par laquelle j'avais vu le garçon plusieurs fois. Il a aboyé, puis ensuite il a aboyé comme s'il menaçait quelqu'un. Le jeune policier, qui était en train de classer l'affaire de meurtre-suicide et de repasser la maison au peigne fin, s'est installé juste sur le bord de la piscine, par terre. Il s'est installé par terre, les jambes croisées, et a écouté. Il entendait des murmures, des pleurs d'enfants et des rires. Il entendait des rires d'enfants, des pleurs d'enfants. Il entendait une femme pleurer. Derrière la brume est revenue ce soir-là. Et l'homme avait remarqué une femme qui pleurait, le dos courbé, la colonne vertébrale courbée. Elle tenait quelque chose à ses mains. Au début, l'homme a pensé que c'était une petite fille qui tenait sa poupée juste par le pied. Au début, l'homme a pensé que c'était une petite fille qui tenait sa poupée par le pied.
Quand il s'est avancé, il a vu que la jeune femme était beaucoup plus grande qu'il ne le pensait, beaucoup plus grande. Elle faisait peut-être 1,70 m. La jeune femme avait de longs cheveux noirs ondulés, qui cachaient son visage. D'un seul côté, la jeune femme avait de longs cheveux noirs ondulés qui cachaient son visage. Elle pleurait et tenait son enfant vivant encore en train de respirer, par le pied. Le sang lui montait à la tête, et il hurlait. Elle s'est mise à vomir de l'eau, et à le regarder. Elle a pris le policier par le cou, et l'a étranglé, le tenant fermement par la gorge. Le tenant fermement par la gorge, il l'a étranglé. Le seul bruit qu'il a entendu, le seul bruit que lui a entendu avant de mourir, c'était l'eau qu'il y avait encore en dessous du béton. Il y avait encore de l'eau qui flottait, juste en dessous du béton. Comment était-elle revenue? Il ne le savait pas. Une personne est passée, un plombier. Un plombier a dit que de l'eau était revenue et s'était formée dans le béton qu'on avait coulé au-dessus de la piscine. Résultat, il y avait une piscine en dessous du béton qu'on avait coulé sur la piscine. Ça avait formé une fosse septique, dans laquelle les esprits étaient coincés. Elles avaient toute occasion de revenir. Elles avaient toute occasion de revenir, surtout celle-là. L'eau était montée par rapport à la fosse septique et par rapport aux égouts, et s'était coincée dans une bulle d'air qui s'était formée, qui avait fait un espace dans le béton. Alors il y avait une piscine en dessous d'une piscine. Les esprits étaient coincés là, et elles attendaient pour ressortir. Le soir où elles sont ressorties, ils ont tué un policier, et elles l'ont étranglé. Le seul bruit qu'il a pu entendre avant de mourir, c'est sa gorge qui a craqué. C'est sa nuque qui s'est tordue. C'est sa nuque qui s'est tordue, sa gorge qui a craqué, son chien qui est mort. Le jeune enfant est sorti et est rentré dans la maison. Il cherchait éperdument les propriétaires qui l'avaient hanté. Ils étaient plus là, ils étaient partis. C'est comme si pour eux ce n'était plus leur problème, mais la maison était toujours hantée. La piscine, elle, n'existait plus, mais il y avait une piscine en dessous d'une piscine, toujours hantée, celle-ci. Une autre brigade de police est arrivée, et le jeune enfant les a regardés. Il lui a montré. Les jeunes enfants sont arrivés. Les jeunes enfants sont arrivés. Et il y en avait plein. Il y avait plein de petits enfants comme lui, qui étaient en état de décomposition. Il y avait plein de petits enfants comme lui qui sont arrivés. Il y avait 2 jeunes filles avec des cheveux blonds, en état de décomposition, leur visage lacéré d'un côté, de la pourriture qui grimpait sur leurs yeux d'un côté, qui grimpait au-dessus et en dessous de leurs yeux d'un côté. Leurs lèvres qui étaient fendues, leur visage qui était déformé. Ils sentaient la terre, ils sentaient la décomposition, l'état de décomposition, et ils avaient de la tourbe en dessous des doigts. En dessous des doigts et en dessous des ongles, ils avaient de la tourbe. Ils sentaient la terre et l'état de décomposition, la viande pourrie, la viande avariée. Une odeur, genre de la viande avariée et de la viande pourrie qui traînait partout dans le jardin. Quand la brigade de police est arrivée, elles sont toutes mortes. 5 cadavres ont été retrouvés au niveau de la piscine, là où il y avait la grande profondeur.